suis l'animatrice de ce plateau TV. Je m'appelle Saïdia Sreli, je suis pharmacienne et j'aurai l'immense plaisir de vous accompagner donc, cet après-midi ainsi que demain pour animer ce plateau TV. Donc, nous serons accompagnés d'éminents experts et nous aurons le plaisir d'accueillir les présidents des conseils de l'ordre des 8 pays d'Afrique. Alors ce matin, c'était le Mali et cet après-midi, nous accueillerons avec grand plaisir et un grand honneur la République démocratique du Congo ainsi que le Sénégal. Donc l'objectif de ce plateau TV, je le rappelle, donc il s'agit d'explorer ensemble les tendances et les défis actuels auxquels sont confrontés les professionnels de la pharmacie de l'Afrique et par rapport, pour enrichir la discussion, donc, nous avons des indicateurs métiers de la pharmacie d'officine, de la pharmacie industrielle et de la pharmacie de biologie médicale en Afrique. Et nous utiliserons pour ce faire et pour interagir ensemble un outil qui s'appelle Slido. Donc vous présents ici, vous pouvez simplement scanner avec votre téléphone portable le QR code qui apparaît ici. Et je vous demanderai effectivement d'interagir ensemble à travers l'outil Slido pour essayer de trouver les réponses, même si elles ne sont pas forcément correctes, qui nous serviront de base de discussion pour animer ce plateau TV. Donc Slido, le QR code est ici, sinon vous avez slido.com et le code de la session de cet après-midi est TV2. Donc, l'aventure commence dès maintenant. Donc, nous allons entamer la deuxième session qui est consacrée à la pharmacie en Afrique. Tout d'abord, j'ai le grand honneur d'accueillir le président du Conseil de l'Ordre de la République du Congo. Donc, c'est un grand pays ami du Maroc, le deuxième plus grand pays, le quatrième, pardon, en termes de superficie. Dans le monde. Donc c'est un pays qui est très riche en ressources naturelles et minérales et il sera représenté aujourd'hui par Dr Glory Panzou qui a un parcours remarquable donc avec une expérience variée sur des différents postes de haute responsabilité. Donc il est actuellement président du Conseil de l'Ordre des pharmaciens de la République démocratique du Congo et il est également chef de service de suivi des inspections du département de contrôle de la production locale de l'Office congolaise et de contrôle. C'est bien cela. Merci infiniment. Donc, je vous demande, s'il vous plaît, de l'applaudir très fort et de l'accueillir chaleureusement. Merci de nous avoir fait l'amitié d'être parmi nous aujourd'hui. Et donc, lors de cette bataille, donc, il y aura la République démocratique du Congo et également le Sénégal. Donc, le Sénégal est reconnu pour son histoire riche et sa diversité culturelle. Donc, c'est un pays qui a une économie diversifiée avec l'agriculture, la pêche et le tourisme. Et donc, sa culture est également caractérisée par la musique dynamique. Et donc, nous avons le grand plaisir d'accueillir le président du Conseil de l'Ordre du Sénégal. Merci infiniment de nous avoir fait le plaisir et l'amitié d'être parmi nous aujourd'hui. Alors, si vous êtes connectés sur Slido, nous allons tout de suite démarrer cette session questions-réponses. Alors, pour vous familiariser avec le Slido, je vais lancer le premier Slido, qui est le suivant. Quel est votre état d'esprit cet après-midi? Nous avons recueilli quelques états d'esprit ce matin. Donc, quel est votre état d'esprit cet après-midi? Vous pouvez donc participer librement, de façon anonyme, et pour nous faire part effectivement de vos émotions de cet après-midi. Est-ce que vous avez appris beaucoup de choses déjà jusqu'à maintenant? Est-ce que vous êtes en mode surchauffe et vous avez besoin de décompresser un peu, mais vous êtes malgré tout avec nous et vous attendez votre moment de repos bien mérité? Nous sommes bientôt arrivés à la fin de cette journée, donc il ne tardera pas effectivement à se manifester. Donc nous avons des participants qui sont excités et qui ont appris de nouvelles choses et qui continuent effectivement à rester très motivés et qui sont motivés pour participer à cette session. Nous allons passer donc à la deuxième question, donc qui est nous aimerions effectivement savoir d'où vous êtes ou de quelle ville vous êtes et de quel pays, s'il vous plaît, qui nous vient de Paris et le Togo. Bienvenue au Togo, merci. Merci de nous avoir fait l'amitié d'être parmi nous cet après-midi. Alors,
Passons à des questions de culture générale et un peu plus sérieuses. Quel est le drapeau de notre pays à l'honneur, la République du Congo? Est-ce que c'est le 1, le 2 ou le 3? Alors sachez que les réponses sont anonymes, donc j'espère qu'il n'y aura que de bonnes réponses. Alors si vous êtes d'accord, je vais afficher les résultats. Donc on a 100% de bonnes réponses. Monsieur le Président, est-ce que vous pouvez nous confirmer que c'est bien le bon drapeau? Est-ce que vous pouvez nous dire un mot dessus également? Justement, je confirme que c'est la bonne réponse et je félicite à tous les participants qui ont su reconnaître notre drapeau étoilé. Bravo, bravo, chers participants, d'avoir reconnu le drapeau de la République démocratique du Congo. Et a-t-il une signification particulière par rapport aux couleurs, par rapport à la présence de l'étoile de votre pays? L'étoile, c'est la brillance, c'est-à-dire il faut toujours être vu partout. Le bleu, c'est la richesse. Le jaune, c'est l'or. Et le rouge, c'est, comment je peux dire, l'honneur. L'honneur. Merci pour ces magnifiques explications. Merci infiniment. Alors, je me permets de donner les deux autres réponses. Le 2, je ne sais pas si vous l'avez reconnu. C'est le drapeau 2 correspond au Gabon et le 3 à la Zambie. Donc j'apprends également avec vous parce que bon, j'ai monté cette question et j'ai essayé de choisir d'autres drapeaux de l'Afrique. Donc voilà. Alors nous allons poser la même question à nos amis du Sénégal. Alors j'espère qu'il y aura autant de bonnes réponses. Donc quel est le drapeau de notre pays à l'honneur, le Sénégal? Le 1, 2, 3. On voyait qu'il y a beaucoup de ressemblances dans ces diapos. Donc on retrouve les mêmes couleurs, même étoile, mais disposée différemment. L'étoile également d'une couleur différente. Alors, c'est peut-être une question piège, n'est-ce pas, le Sénégal? Est-ce que j'ai été un peu difficile avec nos participants? Alors, nous allons montrer les résultats. Nous avons 100% qui ont choisi donc, le drapeau numéro 1. Est-ce que vous pouvez confirmer que c'est la bonne réponse? Oui, c'est la bonne réponse. D'accord, merci beaucoup. Alors, quelques explications peut-être par rapport à vos drapeaux. On retrouve des couleurs de l'Afrique, des autres pays de l'Afrique, le rouge, le jaune et le vert. Je pense que beaucoup de gens peuvent l'expliquer parce que le Sénégal est ami de presque la plupart des pays africains. Alors, il y a les 5 étoiles, les 5 branches de l'étoile symbolisent l'ouverture du Sénégal. Ce qui justifie l'ouverture du Sénégal. Du Sénégal, excellent. C'est un pays qui est très ouvert et qui a une position très stratégique au niveau de l'Afrique de l'Ouest. Alors, l'étoile représente le ciel et les valeurs spirituelles d'un peuple. C'est un peuple qui est très attaché à des valeurs et qui ne vit seulement pas de riz et de pain. Alors, elle est verte pour signifier plus particulièrement l'espoir, parce que le vert, la couleur verte, est très symbolique. Et très symbolique, on le retrouve dans beaucoup de pays d'Afrique. Dans l'univers, absolument. Le paysage végétal. Végétal, donc, absolument. Ça symbolise cela. Et l'espoir qui exprime le jaune, la couleur jaune, c'est l'indépendance de la République. Absolument. Merci beaucoup pour ces explications, ces belles explications de vos drapeaux respectifs. Donc voilà, on retrouve des couleurs chaleureuses, c'est magnifique. Alors, peut-être donner les deux autres réponses par rapport au numéro 2 et 3. Je ne sais pas si vous les avez reconnus. Le 2, c'est le Ghana et le 3, c'est le Cameroun. Bravo, merci le Togo. Donc voilà, ce sont des drapeaux qui sont un peu similaires, mais ils sont porteurs de très beaux messages. Alors voilà par rapport aux questions de culture générale. Alors nous allons passer à des questions dont les réponses vont nous servir de base de discussion dans notre session aujourd'hui. Et donc la première question, et je pense que c'est une question qui est très importante, c'est d'abord de connaître la population du pays que l'on est en train d'interviewer. Donc quelle est la population estimée de la République démocratique du Congo en nombre d'habitants? Donc je vous ai donné 3 propositions de réponse. 50 millions, 100 millions ou 300 millions. Donc, à votre avis, combien d'habitants y a-t-il au RDC?
Alors, nous allons déjà montrer les résultats. Donc, la plupart ont voté pour la proposition numéro 1, 100 millions. Est-ce que c'est la bonne réponse, cher Président? Oui, je confirme que c'est la bonne réponse. Merci beaucoup. Donc, bravo. Bravo pour cette intuition. Donc, 100 millions d'habitants qui sont répartis de quelle manière, cher Président? Plutôt concentrés dans une zone particulière du pays? Non, comme d'habitude, les populations se concentrent dans les grandes agglomérations ou dans les grandes villes. Mais sur l'ensemble du pays, la concentration est plus vers le centre et vers l'est du pays, où le taux de reproduction est très élevé. D'accord, d'accord. Merci infiniment pour cette explication. Et c'est une donnée qui est importante, vous allez nous le confirmer plus tard, parce qu'on va parler effectivement de la répartition des pharmaciens d'officine. Donc, c'est bien d'un petit peu visualiser les choses. Donc, nous allons passer à la question suivante. Donc, toujours la même question pour le Sénégal, mais posée différemment. Donc, avec ses 18 millions d'habitants, le Sénégal est classé 72e en termes de population mondiale. Est-ce que c'est vrai ou est-ce que c'est faux? Vous simplifiez un petit peu les propositions. Est-ce que c'est vrai ou est-ce que c'est faux? Est-ce qu'il y a à peu près 18 millions au Sénégal? Donc, je vais faire apparaître effectivement la réponse. C'est vrai. Ils pensent que c'est vrai. Est-ce que c'est vrai? À part que il ne faut pas dire 18 millions seulement. Hein? C'est 18 millions 758 071. Donc, il faut rajouter ça. Hein? Il faut rajouter ça. Donc, un peu plus de 18 millions. Un peu plus. Bien sûr. Vous avez raison de le préciser. Et donc, nous verrons, c'est une donnée importante effectivement, et nous verrons ensuite, excusez-moi, je me suis déconnectée, nous verrons ensuite que c'est une donnée qui va nous permettre également d'interpréter les résultats par rapport à la répartition des pharmaciens. Donc, merci infiniment de le préciser. Alors, nous allons passer à la question suivante, et des questions de plus en plus compliquées, en termes de superficie. Donc, si ma mémoire est bonne, je ne sais pas, Monsieur le Président, en termes de superficie, c'est quand même un grand pays, la République démocratique du Congo. Il est 3e ou 4e en termes de superficie, c'est ça? 2e en Afrique. 2e en Afrique, plus grand pays d'Afrique et 4e dans le monde. Premier pays francophone dans le monde. Premier pays francophone en termes de superficie. Non, en termes de nombre d'habitants. En termes de nombre d'habitants. Dans le monde francophone, parce que là, c'est francophone, oui. Mais en termes de superficie, nous sommes 2e en Afrique. Donc, c'est très important, c'est énorme, c'est énorme. Et alors, on peut imaginer des chiffres très importants. Je vous ai mis des chiffres ici, alors lesquels vous paraissent les plus logiques ou réalistes. Donc, nous avons supérieur à 2 millions de kilomètres carrés. Est-ce que c'est la bonne réponse? Oui, 2 345 000 mètres carrés. Donc, c'est 2 millions. C'est la bonne réponse. C'est la bonne réponse. Alors, nous avons un 50-50 inférieur à 1 million. Mais donc, du coup, la moitié du public avait raison. Voilà. C'est plus de 2 millions. Donc, c'est simplement pour bien situer le pays dans l'Afrique et dans le monde aussi. Et c'est une donnée importante aussi à avoir à l'esprit pour l'interprétation des résultats qui vont suivre. Merci infiniment. Et donc, je vais poser la même question au Sénégal. Le Sénégal, donc c'est un grand pays également. En termes de superficie, cela représente combien? Alors, nous avons une superficie entre 100 000 et 200 000. Alors, une moitié qui dit que c'est moins de 100 000 km². Et la bonne réponse donc, se situe au milieu, donc entre 100 000 et 200 000. Et en termes de superficie, vous êtes à combien à peu près? On est à 196 750. Voilà, 720 km². D'accord, vous êtes plutôt vers la limite supérieure, près de 200 000 km². Tout à fait. Pour un peu plus de 18 millions d'habitants. D'accord, très bien. Donc voilà, on vous a un petit peu, on a situé un petit peu les deux pays, la population ainsi que les superficies. Maintenant, nous allons entamer donc le vif du sujet, donc le vif de la discussion, donc à savoir donc le profil des pharmaciens officinaux, des pharmaciens du secteur privé, public,
ratio pharmacien d'officine par 100 000 habitants. Nous allons commencer par le RDC. Et donc là, je vous propose 3 propositions. Je vous demande de sélectionner une ou plusieurs qui vous paraissent justes. Alors, c'est vrai que pour certaines, elles sont intuitives. Bon, alors, le nombre de pharmaciens du secteur public est de 500. Le nombre de pharmaciens du secteur privé est de 1500. Et le quota, donc le nombre de pharmaciens d'officine par 100 000 habitants est de 2 pharmaciens par 100 000 habitants. Alors, est-ce que ces propositions vous paraissent une, 2 ou les 3 correctes? Alors, le quota, il est de 2 pharmaciens par 100 000 habitants. Alors, il y a des réponses pour le nombre de pharmaciens du secteur public, qui est de 500, et le nombre de pharmaciens du secteur privé, qui est de 1500. Alors, les 3 réponses sont justes, Monsieur le Président? Oui, elles sont justes. Les chiffres sont approximativement ceux-là. Absolument. Alors, nous allons un petit peu démarrer, échanger les discussions. J'ai oublié de le préciser. Vous n'hésitez pas à poser vos questions, soit sur le Slido, soit en direct si vous le souhaitez. Vous êtes les acteurs de ce plateau TV, donc n'hésitez pas à nous poser des questions et nos chers invités se feront le grand plaisir d'y répondre. Alors, secteur privé 1500, pardon. Mais nous aussi, nous devons pouvoir intervenir. Allez-y. Vous voulez intervenir sur, sur ces résultats? N'hésitez pas. La question sur le Sénégal arrive juste après. Oui, je sais, mais c'est par rapport effectivement au Congo. Et je me rends compte qu'il y a tout un travail à faire. Parce qu'une population de 100 millions d'habitants, avec une proportion de 1500 pharmaciens, c'est un véritable problème de santé publique qui se pose. Je pense qu'il y a lieu de travailler pour quand même être dans les proportions normales, telles que recommandées par l'OMS, tel que également exigé par quand même les besoins des populations par rapport à l'accès aux médicaments. On ne peut pas être 100 millions d'habitants et vouloir quand même faire gérer le secteur par 1500 pharmaciens d'officine. Je pense qu'il y a tout un travail à faire et je ne sais pas par quel moyen le président doit pouvoir quand même jouer par son influence, mais je dis qu'il y a un problème de santé publique et d'accessibilité des populations aux médicaments. Alors, je vous remercie pour ce commentaire et vous faites très bien de le souligner maintenant parce que c'était effectivement là le vif du sujet, le cœur du débat. C'est les résultats que vous nous avez transmis nous ont forcément interpellés. 1500 pharmaciens d'officine ou tout secteur privé inclus. Est-ce que les pharmaciens industriels font partie d'ici ou les autres pharmaciens font partie de ce chiffre? Non, les pharmaciens en général, c'est autour de 3000. 3200 pharmaciens. D'accord. Tout secteur confondu. Tout secteur confondu. Mais c'est toujours insignifiant. Bon, je crois que pour répondre sur le plan historique, cette problématique est due au fait qu'on avait au départ une seule faculté de pharmacie qui a été... Une promotion de combien de pharmaciens? La première promotion a été produite en 72. Mais malheureusement, les études étant très difficiles, la moyenne des finalistes était toujours autour entre 30 et 50. Donc chaque année, on produisait 30 et 50. C'est vers les années 98 qu'on a eu une deuxième faculté et à ce jour, on a 6 facultés. Donc l'objectif est que nous puissions en rajouter à travers la République parce que vous avez compris qu'il s'agit d'un pays continent dont les déplacements à ce jour posent problème parce que l'infrastructure routière n'est pas encore très bien développée. Alors, il est mieux, nous avons pris l'option de pouvoir ouvrir des facultés dans chacune des zones pour faciliter aux apprenants de pouvoir facilement atteindre les facultés. Actuellement, on a 6 facultés, mais l'objectif est que nous atteignions au moins 10 facultés qui pourront se répartir à travers la nation pour que tous les jeunes étudiants puissent facilement adhérer. Mais il faut noter qu'il y a toujours eu un débat sur la qualité et la quantité que les enseignants sont butés. Parce qu'il faudrait garder la qualité du pharmacien qui a la vie entre ses mains, qui a la dose du médicament entre ses mains et le fait qu'il faut en produire assez. Bien entendu, il faut d'autres réformes qui pourront permettre à ce que nous puissions avoir un nombre assez élevé de finalistes ou de diplômés chaque année afin de pouvoir atteindre le gap.
Alors, merci infiniment pour ces précisions. Alors, j'invite ceux qui sont debout à s'asseoir et bienvenue parmi nous. Et vous pouvez nous rejoindre sur le Slido en scannant le QR code pour participer effectivement au vote en direct. Donc, n'hésitez pas à y participer. Alors, vous m'avez parlé de 6 facultés. C'est un nombre de pharmaciens produits par année de combien à peu près? Enfin, si j'ose dire produits. Donc, je disais tout à l'heure, la moyenne ne dépasse pas 50. 50 finalistes par faculté. Par faculté. Donc, voilà. On est à peu près à 50 x 6. Donc, présentement, on est à 300 produits chaque année. C'est ce qui fait que depuis qu'on a 6 facultés, ça fait déjà 3 années ou 5 années, le nombre de pharmaciens qui viennent s'inscrire a littéralement augmenté. Donc, je dirais qu'en 4 et 5 ans, nous sommes passés de 2100 à 3200. Donc, le nombre est en train d'augmenter. D'augmenter progressivement. Mais sinon, la moyenne des diplômés en pharmacie ne dépasse pas 50 par faculté. Parce que, je ne sais pas, les taux de perdition, si je peux l'appeler comme tel, est jusque-là, malheureusement, de 90%. C'est-à-dire, en premier graduat à l'université, vous pouvez avoir 500 étudiants. Mais en dernière année, ils vont finir à moins de 50. C'est pratiquement autour de 10% qui parviennent à terminer le parcours de formation pour devenir pharmacien. D'accord, très bien. Alors, merci pour ces informations. Nous aborderons plus en détail en fait, la formation de nos pharmaciens à la fin de ce questionnaire-là. Je profite parce qu'il y a une question qui vous a été posée, Monsieur le Président. C'est comment sont structurés les pharmaciens entre le secteur privé et secteur public? Je ne sais pas si la question est claire pour vous. Elle n'est pas très claire pour moi, mais peut-être que si elle est claire pour vous, vous pouvez y répondre. Alors, la loi portant création de l'ordre des pharmaciens regroupe tous les pharmaciens, en fait, donne la possibilité à tous les pharmaciens diplômés d'être inscrits, quel que soit votre métier ou votre activité quotidienne. C'est ce qui permet à ce que vous soyez dans le public ou que vous soyez dans le privé, que vous ayez la possibilité d'être inscrit au tableau de l'ordre et que vous soyez repris dans une section donnée. Par exemple, la section A, c'est la section qui prend tous les confrères qui sont à l'officine. La section B prend tous les pharmaciens qui sont à l'industrie. La section C prend tous les pharmaciens qui sont considérés comme grossistes. Et la section D, c'est le fourre-tout qui prend tous ceux qui ne sont ni A, ni B, ni C. Et à l'intérieur, au niveau du règlement intérieur, nous avons subdivisé de D1 à D9, où on trouve les délégués médicaux, les biologistes, les fonctionnaires, les inspecteurs. Oui, ils sont inscrits dans la section D et ils reprennent chacun D1, D2 selon sa catégorie. D'accord, c'est intéressant comme vous dites parce que ça c'est une question qui n'existe pas chez nous et qui, enfin je ne savais pas qu'elle existait. Donc effectivement une section D également qui concerne les autres professionnels, on va dire, de la pharmacie. Voilà. Voilà, très bien, intéressant. Je crois que ça Est-ce que ça répond à votre question ? A priori, c'est bon. Donc, merci infiniment pour ces explications et cet éclairage. Nous passons maintenant la main au Sénégal. Donc, le nombre de pharmaciens du secteur public est de 200, du secteur privé est 1500. Donc, finalement, équivalent. Est-ce qu'il est équivalent en tout cas au RDC? Et le nombre, par contre, donc du coup, le ratio va être plus important, de 20 pharmaciens par 100 000 habitants, puisque la population est moins importante. Alors, à votre avis? Oui, je pense que je dois même préciser qu'il y a une mise à jour à faire parce que le nombre de pharmaciens dépasse les 1500. Parce que quand je remplissais le formulaire, je n'avais pas effectivement les données exactes. Mais aujourd'hui, tout secteur confondu, on est à 2212 pharmaciens, dont 1358 qui sont dans le secteur privé, en officine. Et parce que chez nous, il y a en fait il y a une stratification, notamment de l'exercice à pharmacie. Il y a le pharmacien titulaire qui est propriétaire d'une pharmacie, il y a le pharmacien assistant, il y a le pharmacien remplaçant, et également il y a d'autres secteurs d'activité se rapportant à la vie de la pharmacie. Donc nous avons l'officine, nous avons les pharmaciens qui évoluent dans le public également, qui sont recrutés par l'État. Alors, ce sont des pharmaciens hospitaliers? C'est des pharmaciens hospitaliers, c'est des pharmaciens qui travaillent dans les structures de l'État. De l'État. Qui sont en fait
en relation directe avec l'administration étatique. Donc ce sont ces pharmaciens-là qui opèrent. Par exemple, il y a la pharmacie nationale d'approvisionnement qui gère les besoins des médicaments des populations par rapport à la politique de l'État. Alors il y a des pharmaciens qui travaillent à ce niveau. Et il y a des pharmaciens qui sont également aussi au niveau des laboratoires, des laboratoires d'analyse biomédicale et autres. Et il y a les pharmaciens également de l'industrie, les pharmaciens grossistes et autres. Donc comme il vient de le préciser, parce que l'exercice de la pharmacie tient compte en fait d'une exigence légale recommandée par la loi. Il faut nécessairement s'inscrire à l'ordre pour pouvoir exercer le métier de pharmacien. Maintenant, nous avons deux sections. La section A qui regroupe l'ensemble des pharmaciens du public et la section B qui regroupe l'ensemble des pharmaciens du secteur privé. Et quand on parle de privé, c'est tout ce qui relève de l'initiative propre du pharmacien par rapport quand même à sa mission de santé publique, hein, du point de vue de la gestion de l'établissement de pharmacie. Et maintenant, les textes ont évolué et on va vers quand même la création de beaucoup plus de sections qui tiendront compte des spécificités des pharmaciens. Les pharmaciens qui travaillent dans les agences de promotion, les pharmaciens étudiants, les étudiants pharmaciens diplômés qui n'exercent pas présentement. Donc on est dans le projet de pouvoir quand même les intégrer dans des sections pour que l'ordre puisse quand même avoir un aperçu beaucoup plus global par rapport à la responsabilité du pharmacien. Donc dans ce secteur, je pense que la fonction publique, ils sont au nombre de 313. Hein. Donc les pharmaciens grossistes qui travaillent au niveau des sociétés de répartition et de distribution, ils sont au nombre de 29. Les industriels sont au nombre de 11. Et les pharmaciens évoluant dans les laboratoires d'analyse, ils sont au nombre de 32. Maintenant là, je tiens à préciser un fait, il y a une certaine particularité, parce que la biologie médicale est partagée entre deux professionnels, des médecins et des pharmaciens. Mais nous, ce qui nous concerne en tant qu'ordre, c'est la responsabilité du pharmacien par rapport à l'exercice de sa profession. Ce qui fait que donc on ne peut retenir le nombre de pharmaciens qui évoluent dans le secteur de la biologie médicale. Donc c'est un peu ça. Alors ne nous donnez pas s'il vous plaît la réponse, parce qu'il y a une question par rapport à la biologie médicale sous la responsabilité du pharmacien. Je ne sais pas si vous, vouliez aborder ça. Donc aujourd'hui, le nombre de pharmaciens, on est à 2212. Et pourquoi maintenant la proportion de 20 pharmacies par... Alors, c'est très important de le noter parce que, enfin, j'ai le sentiment, peut-être que vous corrigez, c'est un des plus forts en Afrique en termes de taux. Non, attendez, il faut qu'on s'entende parce qu'il y a un décret qui organise un peu la répartition des officines par rapport au nombre de population. D'accord. Maintenant, c'est un pharmacien pour 5000 habitants. Quand il y a une localité où il y a 5000 habitants, la loi recommande la présence d'un pharmacien. Maintenant, si c'est 100 000 habitants, bien évidemment, hein, ça va faire combien? Ça va faire augmenter je vous laisse le nombre d'officines. Oui, bien sûr. C'est ce qui fait que si c'est 100 000, divisé par 5 000. Par 5 000, on a facilement les 20. Non, mais c'est très intéressant, mais en tout cas, c'est voilà, un des les plus forts. D'ailleurs, vous l'avez dit, c'est l'un des critères les plus remarquables en Afrique parce que la plupart des pays environnants de la sous-région sont en fait à un niveau de critère de 1 pharmacien pour 10 000 habitants. Absolument, ah oui, oui. Bon, absolument. Nous en avons parlé, mais vous savez, le Sénégal forme beaucoup de pharmaciens. Aujourd'hui, il y a une multitude d'universités et d'écoles de formation pour quand même la carrière du pharmacien. Il y a également un besoin réel des populations, surtout par rapport à la répartition des officines, dont plus de la moitié est concentrée au niveau de la capitale. Donc il y a des zones où il faut nécessairement permettre l'accès du médicament aux populations. Et ça, c'est le secteur public en fait qui couvre un petit peu les zones où les pharmaciens sont. Non, le secteur public, vous voyez, 18 millions d'habitants par rapport à 313, c'est un problème. Mais ça tient compte également de la carte sanitaire du pays. Mais du point de vue des officines, nous estimons que quand même il y a des zones qui doivent être pourvues de pharmacies. Et c'est ça qui a fait que donc, depuis 2022-2023, il y a en fait une prolifération des officines par quand même une politique initiée par l'État pour permettre aux jeunes pharmaciens de pouvoir s'implanter.
Absolument. Merci pour ces informations et cet éclairage. Nous avons une question qui est posée par vous. C'est la deuxième question. Je profite effectivement de ce moment pour vous rappeler que vous pouvez vous connecter via le QR code au slido.com. Donc vous pouvez scanner à partir de votre téléphone le QR code et vous aurez accès au Slido pour répondre en direct parce que vous êtes les acteurs effectivement de ce plateau TV et vos réponses nous intéressent beaucoup pour enrichir ce débat. Alors, que pensez-vous effectivement de cette question? Les pharmaciens formés dans d'autres pays ne rentrent pas exercer au pays. Combien par an? Alors, bon, je ne saurais préciser le nombre, hein, s'il faut vraiment être honnête. Cette question fait l'objet de beaucoup de polémiques au niveau de la sous-région. Parce que le Sénégal fait partie des premiers pays à avoir quand même initié l'ouverture de la formation aux pharmaciens par des initiatives privées. Donc nous avons, je pense que peut-être un peu plus tard, nous allons informer par rapport au nombre d'universités. De facultés, absolument. De facultés. Absolument, donc on est au nombre de 5 ou 6. Et je pense que c'est une première en Afrique. Mais maintenant, le problème se pose par rapport à la reconnaissance du diplôme. Et le Sénégal n'a plus de problème par rapport à cela. Parce que quand on sort d'une université, qui n'est pas en fait celle de l'université Cheikh Anta Diop, l'ordre pour permettre l'inscription du pharmacien demande en fait un diplôme d'équivalence qui est aujourd'hui géré par ce que l'on appelle l'ANAQ-Sup, qui est l'Agence nationale supérieure de l'étude de la qualité de l'enseignement. Donc s'il y a une conformité, nous n'avons pas de problème par rapport à cela. Et dans les temps, j'avais même partagé un décret du président de la République qui rendait formel l'insertion de ces jeunes qui sont sortis de ces facultés et autres. Et je pense que la tendance quand même commence à s'améliorer au niveau de certains pays parce qu'il y a beaucoup de pharmaciens étrangers qui sont formés au niveau du Sénégal. Et je pense qu'il suffit tout simplement maintenant de vérifier l'authenticité du diplôme et de sa conformité pour permettre quand même la responsabilité de ce diplômé de pouvoir quand même mener sa mission de santé publique. Donc, et cette ouverture s'applique également pour les médecins, hein, si j'ose dire. Tout à fait, chez les médecins, mais encore il y a beaucoup d'exigences chez les médecins. Parce qu'il y avait eu en fait beaucoup de troubles entre l'ordre des médecins et également aussi certains parents parce que l'ordre regardait beaucoup plus parce que la formation venait effectivement de démarrer pour quand même l'option de la médecine. D'accord. Mais pour la pharmacie, donc il y a des universités qui ont même enregistré les diplômes de pharmaciens qui ont déjà... Et il y a également aussi l'élément le plus important, hein, le CAMES, qui gère aujourd'hui toute la formation hein, par rapport à la reconnaissance du diplôme, du point de vue de l'uniformisation, hein, du point de vue également de l'harmonisation du diplôme et de la formation. Donc ces problèmes ne se posent plus. Et je pense que les populations ont besoin véritablement d'avoir accès à des médicaments et il va falloir travailler autour de ce projet pour avoir le maximum de pharmaciens pour que le médicament puisse quand même être géré par le professionnel. Par des professionnels de la santé et de la pharmacie. Tout à fait. De la pharmacie, vous avez raison. Voilà. De la pharmacie. Alors, pour n'oublier personne, donc, nous allons nous intéresser maintenant à la biologie médicale. Une question pour nos pharmaciens biologistes qui peuvent être effectivement susceptibles d'être parmi nous. Alors, la biologie médicale au RDC, le nombre de laboratoires de biologie médicale sous la responsabilité du pharmacien est approximativement 10. Est-ce que cette donnée vous paraît peu? Est-ce que c'est une donnée qui est réelle, vraie ou faux? Donc, je vous laisse répondre et faire appel à votre intuition pour répondre à cette question. Je vous rappelle que vous avez le QR code juste en face là sur votre écran, donc n'hésitez pas à le scanner et à nous rejoindre sur la plateforme Slido pour répondre en direct aux questions Slido et enrichir notre discussion. Donc bienvenue à tous et bienvenue à tous ceux qui viennent de nous rejoindre. Donc nous avons une majorité de vrais, une minorité de faux. Est-ce que c'est vrai, Monsieur le Président? Oui, c'est vrai. Hein, parce ça paraît très peu pour un très grand pays. C'est très peu. Qu'est-ce qui explique ceci? En fait, c'est le fait qu'on n'a pas le monopole.
le fait que nous n'ayons pas les monopoles de cette activité. Ça veut dire qu'il y a beaucoup de biologistes médecins ou finalement la spécialité biologie médicale en général attire peu de professionnels? Ce n'est même pas exclusif aux médecins, mais il est pratiquement ouvert parce que nous avons des filières qui forment des spécialistes en biologie clinique. Il y a même comment je peux dire, des instituts supérieurs de techniques médicales qui forment des spécialistes pour la gestion ou sinon pour être compétent de pouvoir manipuler ou travailler dans les laboratoires. C'est ce qui fait que l'option est... Sans qu'ils soient professionnels de la santé, médecins ou pharmaciens? Non. Déjà, ces diplômes-là donnent déjà un métier qui vous reconnaît comme un professionnel de santé. Il y a même des organisations, des biologistes médicaux qui existent, qui n'ont rien à voir avec les médecins, rien à voir avec les pharmaciens. Mais bien entendu, les pharmaciens, de par sa formation, peuvent facilement ou sinon totalement faire ces métiers. Par contre, il y a des gens qui ne sont ni pharmaciens ni médecins, mais qui sont formés sur cette filière-là pour qu'on appelle techniciens de laboratoire ou biologistes et cliniciens qui finissent par faire ces métiers sans que le pharmacien ne soit... Non, bref, les pharmaciens n'ont pas les monopoles, c'est ouvert. Chez nous, c'est ouvert. Alors, qu'est-ce qui pourrait encourager ou décourager nos étudiants en pharmacie au RDC pour faire de la biologie médicale? Est-ce que c'est une formation qui est compliquée, complexe? Est-ce que effectivement le retour sur investissement, j'ai envie de dire, est pas suffisamment attractif? Quelles sont les raisons? Bon, je dirais que déjà les pharmaciens sont très intéressés au vu du nombre et de la taille du problème du secteur pharmaceutique. Les pharmaciens sont très intéressés à se concentrer sur ce qui est spécifiquement médical ou pharmaceutique. Alors, je précise que la formation du pharmacien déjà donne aux pharmaciens les atouts nécessaires pour travailler comme biologiste et clinicien. Mais, bien entendu, il arrive que nous puissions faire des spécialisations pour pouvoir nous outiller davantage. Mais de par la formation déjà de base, ce que nous recevons à la faculté, chez nous en RDC, on peut déjà travailler comme pharmacien biologiste. Donc, déjà de par la formation, nous avons cette compétence. Mais on n'est pas très intéressé parce que nous avons déjà un grand champ qui est vide. Qui est nécessaire. Et alors, on n'a pas à ouvrir d'autres champs de bataille inutilement parce que de ce côté ici, le domaine du médicament, les pharmaciens n'y est pratiquement pas. On se bat pour les reconquérir. Bon, on va encore aller reconquérir un autre domaine ou qui pour l'instant ne nous est pas encore exclusif. Alors, est-ce que c'est enseigné à la faculté de pharmacie, la spécialité de biologie médicale? Est-ce que c'est une spécialité qui fait partie des spécialités du cursus, voilà, du cursus du pharmacien? Bon, parmi les cursus, c'est généralement au 3e cycle, lorsqu'on veut vraiment se spécialiser. Mais de par la formation de base que nous recevons, quand on vous donne le diplôme de pharmacien, vous avez déjà cette compétence de pouvoir faire ce travail-là, d'ouvrir un laboratoire ou soit de travailler dans un laboratoire. Et ça nécessite combien d'années d'études? Parce qu'en moyenne, ici au Maroc, c'est 4 ans, de plus que le niveau de pharmacien, de plus que les 6 ans en fait, classiques de pharmacie. Il faut rajouter 4 ans. Au RDC, combien d'années il faut Ah bon, la spécialisation, c'est 2 à 3 ans, 2 à 3 ans. au niveau... Mais généralement, on les fait au niveau des cliniques universitaires. C'est-à-dire, c'est géré par la faculté. Pour l'instant même, c'est géré par la faculté de médecine. D'accord, très bien. Merci infiniment pour toutes ces informations. C'est une question que je vais poser également pour le Sénégal. Et le Sénégal, est-ce que c'est approximativement de 10? Donc on reste finalement sur les mêmes valeurs. Est-ce que c'est vrai? Est-ce que c'est faux? Pour tous ceux qui viennent de nous rejoindre, je vous demande s'il vous plaît de scanner le QR code pour participer à cette discussion et échanger avec nous. Donc n'hésitez pas à le faire. Donc vrai ou faux pour le Sénégal? Je vois qu'il y a des questions qui ont été posées. Je vous laisse d'abord répondre avant de passer aux questions posées par le public. Je réponds, hein? Allez-y. Alors, on pense que c'est faux. Oui, c'est tout à fait faux. D'accord. Le nombre est beaucoup plus important. Il y a 72 laboratoires, dont 29 qui sont sous la responsabilité de pharmaciens. Maintenant, comme vous venez de le préciser, hein, je pense que vous êtes pharmacienne, madame? Oui, je suis pharmacienne. Oui, oui. parce que quand même,
les questions soulevées ne peuvent provenir que d'un spécialiste. Le problème de la biologie médicale est un problème réel en Afrique. Je pense que ça interpelle aussi bien les acteurs, mais que les autorités politiques. Parce que c'est un des pans essentiels pour une meilleure prise en charge des patients. Le médecin, on ne peut plus continuer à travailler sur la base d'une appréciation personnelle pour pouvoir répondre quand même à des exigences de santé. Et je pense qu'aujourd'hui, tous les pays africains ont intérêt à travailler autour de ce projet pour que la biologie devienne une réalité. Ça concerne médecins et pharmaciens. Et je me mets à porte-à-faux de l'idée de permettre à des non-professionnels, parce que pour être biologiste, il faut 4 ans de spécialisation en plus du diplôme de doctorat. De la formation de base, absolument. Donc cela témoigne véritablement toute son importance et également toute la rigueur qu'il faudra lui accorder. Absolument. Et également aussi un fléau qui est là, qui gangrène un peu de ce secteur, c'est les laboratoires d'analyse, mais véritablement des laboratoires clandestins, qui relèvent d'un simple vouloir de certaines personnes et qui pensent que c'est un moyen de faire des affaires et de gagner de l'argent. Je pense que le continent a besoin d'un changement réel de paradigme par rapport à ces questions. Que les populations soient beaucoup plus sécurisées pour que, en fait, de prise en charge puisse répondre quand même aux exigences de la santé. Des laboratoires privés, l'initiative et autres, même au niveau des structures sanitaires étatiques, il arrive des fois que ces laboratoires ne soient pas sous le contrôle de pharmaciens ou bien de médecins. On est bien d'accord, ces pharmaciens-là sont sous le contrôle du Conseil de l'Ordre. Est-ce que le Conseil bien de l'Ordre... évidemment, mais il y a des contrôles qui nous échappent parce que quand on n'est pas inscrit à l'ordre, on n'a pas en fait de pouvoir sur ça. Mais ce que je veux dire, il y a une spécificité par rapport à la biologie médicale. Aujourd'hui, c'est partagé entre médecins et pharmaciens. Et moi, je me réjouis de l'existence d'un cadre juridique qui organise effectivement cette activité-là. Mais il faut que ce soit le cas pour la plupart des pays. Aujourd'hui, vraiment, je salue l'effort de notre collègue président, mais une population de 100 millions d'habitants, avec un nombre assez insignifiant, un nombre insuffisant pour permettre à ces médecins de pouvoir opérer à des prises en charge correctes pour les besoins de santé de la population. C'est un réel problème. Absolument. Oui, ça ouvre les voies de l'automédication, ça ouvre les voies de la prescription inspirée par rapport quand même à une appréciation personnelle, ça ouvre les voies même du point de vue de l'efficience des analyses qui sont opérées au lycée. Je pense que quand même, la sécurité du patient, la fiabilité des résultats qui sont effectivement donnés. Je pense que quand même, le continent a beaucoup intérêt à travailler autour de ces préoccupations pour permettre quand même permettre aux choses d'avancer conformément aux attentes des populations. Donc je dis, le Sénégal, on est en évolution quand même parce qu'on fait partie d'un des pays de la sous-région où les choses semblent quand même bouger, mais c'est quand même insuffisant. Et ce dont nous déplorons, c'est l'existence véritablement de cabinets clandestins, des laboratoires clandestins, et je pense que ça quand même c'est à éradiquer puisque ça ne profite pas au système de santé. Absolument, absolument. Ouais. Alors, la dernière question a été déjà répondue par notre ami du RDC, donc pour le DES de biologie médicale, de diplôme d'études spécialisées. Donc, vous avez répondu et nous aurons l'occasion d'y revenir dessus. Alors, c'est une question qui est posée finalement pour vous deux. Comment la retraite est gérée pour les professionnels exerçant dans le privé? Retraite en termes de... Je ne sais pas si vous avez tous les éléments pour répondre à cette question. La retraite est gérée pour un âge de la retraite, vous voulez dire? Je ne sais pas si le participant... Vous voulez plus de précision? Vous voulez que je donne la parole aux participants? Ok, bon. Je crois que par rapport à l'âge, chez les privés, il n'y a pas d'âge. Oui. Chez les privés, il n'y a pas d'âge. L'âge, c'est plutôt chez les contractants, que ce soit dans l'administration publique ou lorsque vous travaillez chez quelqu'un. Chez nous, l'âge révolu pour la retraite est de 65 ans. 65 ans. À 65 ans, vous avez droit... Quel que soit le nombre d'années de travail. Non, le nombre d'années de travail... bon, maintenant là, on ne dépasse pas 65. Mais il y a des entreprises
qui, à travers la convention collective, accordent des avantages. Il y en a qui vous permettent, au-delà de votre 65 ans, vous pouvez exercer pendant 35 ans ou 40 ans. C'est-à-dire, même si vous avez atteint 65 ans, mais si vous n'avez pas encore fait 35 ans d'âge, vous pouvez évoluer. Mais la loi est stricte. La loi, l'État qui est l'arbitre, a décidé à 65 ans. Maintenant, chez les privés, vous êtes privé vous-même, donc vous n'avez personne qui vienne vous imposer. Au contraire, malheureusement, comme l'officine ou le secteur privé, où le pharmacien est propriétaire, n'est pas très bien développé, a connu un retard dans notre pays, c'est au contraire, les gens travaillent dur pour amasser de l'argent, pour ensuite aller finir sa retraite à l'officine. Donc, c'est-à-dire, l'officine est considérée pour nous, à ce jour, comme une retraite. Parce qu'au départ, on n'a pas assez de moyens pour en avoir, et il y a beaucoup de contraintes socio-économiques, une concurrence déloyale et illégale, qui font que nous travaillons pour que ces conditions-là s'améliorent, et les gens amassent de l'argent pour ensuite investir et mettre en place son officine et finir sa retraite là-dedans. Mais la meilleure des façons aurait été que pour les privés, que vous puissiez cotiser dans une caisse qui vous permettra, à l'âge où vous ne savez plus travailler, que vous soyez rémunéré par rapport à vos contributions, comme la plupart des caisses de solidarité ou sociale agissent. Mais pour nous, présentement, la tendance est de pouvoir finir sa retraite dans l'officine. Je ne sais pas si bon nombre d'entre nous auront assez de force pour pouvoir répondre à la pression des patients devant le comptoir. D'accord, mais merci infiniment pour ces précisions, merci infiniment pour cet éclairage, pour la retraite du pharmacien. Alors nous allons maintenant passer à la grossisterie et puis entamer la pharmacie industrielle. Alors quel est le nombre de structures? Donc c'est une question adressée à nos amis du RDC. Le nombre de structures de fabrication locale des produits de santé, vaccins et autres médicaments. Alors, nous allons faire apparaître les résultats entre 10 et 20. Entre 10 et 20. Entre 10 et 20. Et vous pouvez... alors que entre 20 et 30, n'est-ce pas, Monsieur le Président? La bonne réponse se situe ici. La bonne réponse, c'est entre 20 et 30. Exactement. Parce que nous avons autour de 23 à 25 unités de production régulièrement autorisées qui opèrent et qui, malheureusement ou heureusement, prend 5 à 10% du marché parce que jusque-là, le marché est totalement orienté vers l'extérieur. Alors, pour rester dans le RDC, juste pour savoir quels sont les médicaments que vous produisez et et quels sont ceux que vous aimeriez produire parce que vous en consommez en masse. Les médicaments que nous produisons en grande quantité pour l'instant, ce sont des génériques. Les plus... où vous avez les antimalariques sont au premier plan parce que nous sommes dans une zone où la malaria sévit, c'est la forêt, ce sont les savanes. Vous avez en second lieu, ce sont les antibiotiques, donc les antimicrobiens ou les anti-infectieux qui viennent en deuxième position. Ensuite, ce sont les antalgiques, donc les médicaments de la rhumatologie, tous les consorts qui viennent en troisième position. Mais ce que nous aimerions nous pencher le plus, c'est nous voulons nous tourner vers la pharmacopée traditionnelle, c'est-à-dire les médicaments à base de plantes. Nous avons la deuxième forêt, équatoriale, la deuxième forêt du monde, la forêt équatoriale, en termes de superficie, mais en termes de capacité de rétention du CO2, nous sommes les premiers. Et nous avons beaucoup de savanes. Les pays, quand vous circulez les pays, vous ne verrez pas une zone non verte. Quand vous circulez la RDC, toute la zone à 100% est verte. Donc, vous n'avez pas besoin d'arroser pour avoir une fleur. Vous n'avez pas besoin d'arroser pour avoir une plante. C'est pourquoi nous préférons utiliser la pharmacopée traditionnelle qui est suffisamment riche de par la biodiversité que Dieu nous a donnée. Et aussi, nous avons plus de 430 tribus, c'est-à-dire 430 cultures, 430 manières de vivre, 430 manières de faire,
430 manières de se soigner. Ça voudrait dire que en termes de bibliographie ou d'information, qui jusque-là, malheureusement, se transmet par la voie orale, il faudrait que nous sommes en train de chercher à rédiger cette pharmacopée congolaise où vous avez des milliers et des milliers de recettes et on a pratiquement, je dirais, la réponse à toutes les pathologies du monde qui nous compliquent, qui semblent être incurables. Les études ont montré que notre pharmacopée et les plantes que nous détenons chez nous peuvent résoudre beaucoup de problèmes. C'est pourquoi, pour le futur, nous voyons l'avenir de notre pays par rapport à cet aspect des choses et surtout que nous avons 80 millions de terres arables. C'est-à-dire, au-delà des forêts naturelles, nous avons la possibilité de reproduire cela sur d'autres espaces pour pouvoir soigner nos maladies et aussi aller résoudre les problèmes sanitaires ailleurs à travers le monde. Vous faites très bien de le préciser, de préciser cet aspect aussi qui pourrait être couvert par le professionnel, le pharmacien. Donc il y a des spécialités aussi en phytothérapie et vous avez tout le potentiel pour le développer. Donc ce sera peut-être le sujet d'une prochaine discussion. Et nous passons donc la main au Sénégal pour répondre à la même question en termes de structure de fabrication locale des produits de santé. Alors, je vous rappelle, ceux qui nous ont rejoints, vous avez le QR code à scanner sur votre portable et pour rejoindre le Slido et répondre à cette question. Donc, sans plus tarder, donc, je vais afficher les réponses. Alors, la réponse est située entre 15 et 20. Est-ce que c'est la bonne réponse, Monsieur le Président? Bon, c'est un peu dans les proportions, mais s'il faut tenir compte de la réalité du terrain, je pense qu'on est 7... Voilà, on est entre 5 et 10. Pour l'instant, on n'a pas eu de bonne réponse là-dessus, c'est ça? Oui, c'est 5 et 10. Mais ça témoigne également d'une volonté politique que l'État a initiée pour permettre, dans des délais tout à fait rapprochés, de relever quand même cette fracture du taux d'importation des médicaments par rapport quand même à la production locale. Et ce qui est essentiel, c'est que cette initiative est en train d'être gérée par les pharmaciens eux-mêmes. Parce qu'il y a 2 initiatives phares qui relèvent véritablement d'une volonté d'entrepreneuriat des pharmaciens pour aller vers la création d'industries pharmaceutiques. Pharmaceutiques locales. Locales. Et je pense que l'une a déjà commencé ses activités. Et vous n'êtes pas sans savoir également que l'Institut Pasteur, aujourd'hui, a une part belle par rapport quand même à la production, la fabrication des vaccins au niveau du continent africain pour pouvoir répondre quand même à des besoins. Et je pense que c'est une des réalisations les plus importantes par rapport au secteur de la pharmacie parce que le problème de la vaccination aussi est un réel problème. Absolument. Mais comme il vient de préciser aussi, je pense que la phytothérapie constitue également un avenir à explorer parce que l'Afrique dispose d'un patrimoine tout à fait riche qui peut en fait permettre la production de matières premières et de pouvoir se soigner à travers vraiment les bienfaits de sa flore et de sa végétation. Je pense que ça, nous devons y travailler. Mais ce que je tiens également aussi, il va falloir anticiper sur les événements tels que la phytothérapie se dessine en Afrique. En tout cas, ça ne semble pas en fait donner de belles perspectives. Une phytothérapie qui tient compte d'une démarche tout à fait empirique ou bien des inspirations en provenance vraiment des recommandations des ancêtres et autres, je pense qu'il va falloir l'inscrire dans une logique de formation cartésienne, que les gens pourront effectivement avoir la certitude de pouvoir se faire soigner par nos plantes et par les ressources quand même naturelles dont nous disposons. Je pense qu'il est important que l'université également y travaille. Je pense qu'à l'université Cheikh Anta Diop, il y a déjà un module qui est lancé dans ce sens-là et qui est ouvert même aux pharmaciens d'officine. Il y en a certains d'entre eux qui se sont spécialisés dans ce domaine. Et j'ai vu même également des pharmaciens des autres pays qui sont en train effectivement de subir cette formation. J'ai envie de dire que même les pharmaciens sont les mieux placés pour se spécialiser dans le domaine. Tout à fait, les pharmaciens. Remplir ce vide-là avant qu'effectivement d'autres
d'autres professionnels. Et il y a toute une sécurité, on a l'impression que c'est sécuritaire, mais il y a toute une sécurité à déployer pour les extractions, le suivi. C'est sans effet indésirable, bien entendu. Donc il y a toute une, voilà, un raisonnement à mettre en place pour... Le pharmacien est le profil le plus indiqué. C'est le profil le plus indiqué. C'est le profil le plus indiqué, il doit en fait s'investir. Et je pense que c'est là où il est important vraiment de faire un appel de pied aux pharmaciens pour ne pas trop se limiter quand même aux activités courantes de l'officine et aller vers quand même une formation supplémentaire qui pourra leur permettre aujourd'hui d'avoir de la plus-value par rapport à leurs compétences, mais par rapport quand même aux réponses à donner lorsqu'ils sont sollicités par des patients. Par les patients, même par les médecins. Par les médecins. Par les collègues médecins, et je pense que ça aussi, c'est un fait qui nous interpelle et pour lequel nous devons avoir quand même des éléments de réponse clairs. Absolument. Je pense que l'Afrique, c'est ma conviction en tant que professionnel de santé, l'Afrique ne peut pas continuer à dépendre des firmes internationales. Et c'est en cela que je salue les initiatives des pays du Maghreb, à savoir le Maroc, l'Algérie, la Tunisie, l'Égypte et autres. Il n'y a pas de secret à cela. Les pharmaciens qui sont en Europe, aux États-Unis et autres, ont connu les mêmes niveaux de compétences que les pharmaciens d'Afrique. Il va falloir travailler autour d'une volonté politique pour que les Africains puissent quand même se départir de cette réalité de dépendance. Chez nous, je vois mal un pays qui est à 95% d'importation de produits. C'est une menace de santé publique. Il suffit que les pays qui nous approvisionnent connaissent des difficultés pour que ce pays-là, cela puisse se répercuter chez nos populations. Donc il faut en faire une réalité, une politique claire qui se dessine et qui pourra demain permettre à l'Afrique de se débarrasser de ce goulot d'étranglement. Aujourd'hui, il n'y a plus de secret en cela. La science a évolué, les technologies ont évolué, le pharmacien est suffisamment formé. Il faut mettre vraiment tous les dispositifs nécessaires pour lui permettre aujourd'hui de se faire valoir au même titre que les autres pharmaciens des autres nations. Je dis, en tout cas, c'est des modèles de réussite qui doivent servir d'inspiration et je ne vois pas pourquoi aujourd'hui nous ne devons pas quand même faire preuve d'une synergie, d'action et d'une coopération pour pouvoir quand même nous aider les uns les autres et avoir un marché commun qui tient compte de nos besoins de santé et à travers lequel les populations pourront se soigner correctement. Alors, en tout cas, c'est un champ qui est ouvert à la discussion, ouvert aux initiatives. Et donc, vous en avez cité un certain nombre d'initiatives. Et effectivement, après, on pourra en discuter plus longuement. Et c'est un partage d'expérience dans ce domaine qui est nécessaire. Alors, nous allons passer à la question suivante. Donc, c'est un ensemble en fait, de propositions. Où je vous liste un petit peu les différentes choses qu'on essaiera de discuter une par une. Alors, parmi les propositions suivantes, laquelle ou lesquelles sont à votre avis justes? Pour le RDC, donc le nombre de médecins est de 30 000, le nombre de cliniques privées est de 500, le nombre de facultés est de 20, le nombre de dépôts pharmaceutiques est de 160, le nombre de grossistes répartiteurs est de 5 et le nombre de sociétés de promotion pharmaceutique médicale est de 50. Alors nous allons découvrir ensemble les réponses et j'invite bien entendu... alors je vois qu'il y a une question mais je la poserai par la suite. Donc notre président du Conseil de l'Ordre à répondre à cette question et à... Alors... On va commencer effectivement par les cliniques privées. Donc les cliniques privées, vous avez combien de cliniques privées au RDC? Est-ce que la réponse est juste 500? Oui, la réponse est juste. D'accord. Donc qui sont réparties de quelle façon? Est-ce qu'il y a une répartition? Bon, c'est réparti généralement comme toujours. C'est dans les grandes agglomérations, dans les grandes villes. D'accord. Parce que ce sont des centres d'intérêt. Mais répartis à travers le pays parce que le pays a plusieurs villes et plusieurs centres d'agglomération. D'accord. Voilà. Alors, le nombre de dépôts pharmaceutiques, ça c'est intéressant, de 160. Est-ce que finalement, c'est vrai ou faux? Est-ce qu'éventuellement, il comble effectivement le vide pharmaceutique qu'il y a Bon, ce nombre-là, il est à 160 et c'est une aberration. C'est pourquoi l'Ordre des pharmaciens est en train de scier le gouvernement, le code, parce que c'est ce chiffre qui nous emmène à un système de pyramide renversé. C'est-à-dire C'est-à-dire vous avez très peu d'officines,
mais plus des grossistes. Et en fait, quand je dis très peu d'officines, je fais allusion à des officines régulièrement autorisées et gérées par les pharmaciens. Sinon, en termes d'existence, de points de vente des médicaments, nous, à Kinshasa, par exemple, nous en sommes à plus de 10 000. Hein. On est autour de 10 000 points de vente. Eh bien, nous, on ne considère pas un point de vente comme une officine, parce que c'est illégal, parce qu'il n'y a pas de pharmacien dedans. Et on ne compte pas cela. Alors ici, nous sommes en train de scier les côtes au gouvernement congolais pour qu'il puisse... Je vous laisse continuer, je vais juste... Oui, pour qu'il puisse renverser cette pyramide. On ne peut pas autoriser 160 officines, pardon, 160 distributeurs et 100 officines. La pyramide est renversée et ce n'est pas normal. Par contre, comme point de vente, nous en avons plus. On a plus que ça. Et nous, on ne compte pas des structures illégales parce qu'elles ne sont pas censées exister et pour nous, elles n'existent pas. L'objectif est que nous ayons, par exemple, pour la ville de Kinshasa, qui est la capitale, nous avons besoin, en tout cas pour un minimum, de pas moins de 1000 officines. Mais pour toute la République, on a besoin de 15 à 20 000 officines pour pouvoir combler le besoin. Et aussi pour contrôler les flux matière. Le circuit matière, les flux matières. Ça, on n'a pas besoin de pas plus de 20 distributeurs. Il faudrait que tous ces distributeurs puissent disparaître ou soit se fusionner pour que nous ayons un seul. C'est ce qui fait que au jour le jour, par la voix des médias et même par votre micro, même par tous les micros qui me sont tendus, par voix d'encre, en face, devant le chef de l'État, devant le Premier ministre, je leur dis que nous avons une pyramide renversée. La notion de la pyramide renversée montre l'instabilité. Parce qu'aucun pyramide ne peut rester debout s'il est renversé. La base doit avoir plus de surface. Solide. Non, la base doit avoir plus de surface pour pouvoir être stable. Si aujourd'hui nous parlons des pyramides en Égypte ou chez les Mayas et les Incas, c'est parce que ce n'est pas la pointe qui est tournée vers le bas. La base de la pyramide, c'est elle qui est là. Donc nous, chez nous, c'est la pointe qui regarde vers le bas. Ça voudrait dire que le système est instable, il va se renverser. Il faudrait que nous fassions de notre mieux pour le remettre sur le droit chemin. Alors, il y avait notre préoccupation. Le nombre de grossistes répartiteurs de 5. Oui, le nombre, ça, effectivement, 5. Nous voulons 5. qu'il y ait 5, ça passe. Chez nous, ça passe. Les distributeurs, ça va descendre autour de 20. Quel autre nombre? Le nombre de sociétés de promotion pharmaceutique et médicale est de 50. Oui, autour de 50, entre 50 à 100, c'est autour de 50, parce qu'il y a trop de promotions. Qu'est-ce que vous incluez effectivement dans ces sociétés de promotion pharmaceutique? Bon, c'est plus des agences de représentation, des agences de représentation ou pratiquement de direction commerciale des laboratoires qui sont censés... Donc, localement, ce sont des directions commerciales qui sont censées faire cette activité. Mais comme nous sommes tournés vers l'exportation, vers l'extérieur, donc la plupart, ce sont des agences de représentation qui font la promotion des laboratoires extérieurs chez nous au pays. Alors, le nombre de pharmaciens est de 30 000, ça paraît énorme. Le nombre de médecins. De médecins, excusez-moi. Oui, c'est ça. Complètement disproportionné par rapport au nombre de pharmaciens. Oui, c'est pharmaciens. Disproportionné parce que pendant que la création des facultés de pharmacie était contrôlée, on ne voulait pas parce qu'on avait peur que nous puissions toucher à la qualité. Alors, tous les professeurs de pharmacie ne voulaient pas aller enseigner ailleurs. Ils ne voulaient pas. On s'est concentré sur la seule faculté mère, la faculté de l'Université de Kinshasa, qui a été créée d'abord comme département en 68, qui a donné ses premiers diplômés en 72, et elle-même a été transformée en faculté en 76. De 76 à 98, on est resté avec une seule faculté, avec la moyenne de 30, 25, 45, qui ne dépassait pas 50 pharmaciens. Alors, par contre, les médecins, eux, les facultés se sont multipliées plutôt que nous. Et le nombre, si nous aujourd'hui, même jusqu'à aujourd'hui, l'ordre gèle. On a peur de lancer ces débats où nous voulons contrôler les ouvertures des facultés de pharmacie pour que nous ne puissions pas perdre la teneur, la qualité de la formation. Notre souci d'ailleurs actuellement est d'uniformiser ou d'harmoniser les curricula
des formations de manière à ce que tous les pharmaciens qui sortiront de ces facultés puissent donner l'impression d'être sortis d'une même moule. C'est-à-dire les grandes lignes de la formation, vous puissiez les retrouver dans chacun des étudiants, quelle que soit la faculté ou l'horizon qu'ils viennent. Les médecins, eux, ils ont bénéficié de l'ouverture, ils ont bénéficié de la publicité. À la cité, d'ailleurs, nous-mêmes, quand tu dis tu es pharmacien, on t'appelle médecin. Donc, vous voyez, donc, ils ont bénéficié de cette promotion culturelle dans la communauté, dans la société. On voit plus médecins que pharmaciens. Et on connaît moins les pharmaciens que les médecins. Ce qui fait que tous ceux qui veulent faire les sciences de la santé ont pour prédilection d'abord la médecine. Et tous ceux qui ont fait la pharmacie chez nous, comme moi-même, souvent c'est par accident. Je vais en médecine, je trouve qu'ils sont très nombreux. Je ne peux pas évoluer à 3000 dans un auditoire. Je dis non, 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 non. Et je réfléchis, je vérifie, je trouve qu'il y a une faculté où je peux sauver des vies, mais qui s'appelle la pharmacie. Je suis allé là-bas. Vous voyez? Absolument. Ce qui fait que les ambitions chez chacun des enfants ou des élèves, c'était d'abord la médecine. La médecine. Alors, et puis, quand ils arrivent là, on vous dit, aïe, ici, on ne blague pas avec la pharmacie. Déjà, on vous fait peur. Si vous voulez aller jouer ailleurs, ne venez pas en pharmacie. Alors tout ça, ça fait qu'il y ait très peu de candidats qui puissent avoir l'ambition, alors que la médecine a déjà trop de candidats et l'excès des candidats a favorisé les ouvertures des facultés. Donc vous pouvez facilement trouver dans une même ville 3 ou 4, 5 facultés de médecine. Par contre, nous, dans toute la République, nous avons 6 facultés réparties à travers. Votre réponse à la dernière question. Donc 6 facultés de pharmacie publique? Non. Il y a 3 qui sont publiques, qui sont des universités officielles, et 3 autres sont dans les universités pratiquement, je dirais, privées. Non, plutôt 2 autres qui sont des universités publiques, 4 sont dans les publiques. Mais il y a un 4e privé qui veut ouvrir, mais l'ordre jusque-là n'apprécie pas trop la qualité. Le ministère a déjà autorisé à tout signer. Mais les diplômés de cette université, jusque-là, nous, on ne les inscrit pas. On fait la pression à leurs doyens ou à leurs recteurs d'améliorer les conditions de formation pour qu'on inscrive. Donc ça fait 3 ou 4 ans qu'on n'inscrit pas les diplômés de cette... Dans l'ordre, leurs diplômes ne sont pas considérés, bien qu'ils aient l'autorisation du ministre de la Santé. Pardon, de l'enseignement supérieur. Vous êtes très protecteur du métier de pharmacien et c'est... Finalement, c'est très bien pour le pharmacien. Après, pour le développement du métier de pharmacie, c'est vrai que c'est un peu... Bon, ce n'est pas vraiment très protecteur, mais j'insiste que l'élément de base, c'est la teneur. C'est la qualité. Vous voulez produire de la qualité. Je voudrais paraphraser l'anecdote d'un de nos enseignants qui nous donnait la chimie organique pharmaceutique en 2e graduat, 2e année, qui disait chaque fois, non, 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 messieurs, on ne dilue pas la science. On ne dilue pas la science. Donc la science doit rester concentrée. La teneur doit être très, très élevée. Et on a eu une enseignante qui était biologiste, qui était très rigoureuse envers nous. Elle n'était pas pharmacienne. Elle disait, vous là, c'est le dosage. C'est la dose. Vous avez nos vies entre vos mains. Si vous ne savez pas être rigoureux, si je suis laxiste envers vous, c'est nous-mêmes qui serons victimes de vos agissements. Malheureusement, cet excès de la qualité victimise la communauté pharmaceutique ou tout comme la nation qui ne s'est pas bien avancée dans ce domaine. C'est pourquoi l'objectif est que nous ayons plusieurs facultés à travers la République qui pourront alors faciliter aux finalistes d'intégrer ces facultés-là. D'accord. Merci beaucoup pour ces précisions et cet éclairage. On voit qu'il y a déjà quelques différences entre les pays d'Afrique dans l'exercice de la pharmacie. Nous allons passer la main au Sénégal. Par rapport au nombre de médecins, donc, qui est de 2700. Alors, nous avons des réponses sur la part du générique, donc nous exploitons ces réponses-là. Est-ce que c'est 75% la part du générique dans le marché pharmaceutique? Quel est le nombre de facultés de pharmacie au Sénégal? Et enfin, quel est le nombre de grossistes répartiteurs au Sénégal? Donc, je vous invite à répondre à ces questions. Donc, c'est la dernière question et nous aurons terminé effectivement avec cette session parce qu'on me fait signe qu'il faut vite clôturer l'interview et le débat. Donc, je vous laisse juste répondre à cette question et je vais tout de suite afficher effectivement les réponses. Alors, Monsieur le Président, qu'en pensez-vous?
Alors, vous êtes 1500, un peu plus de 1500 pharmaciens pour 2700 médecins? Oui, bon, en fait, j'avais déjà apporté la précision par rapport aux pharmaciens. Oui, vous l'avez apporté, Voilà. absolument. Maintenant, par rapport aux médecins, j'étais un peu dans les fourchettes. Mais il a fallu que je prenne contact avec le président de l'Ordre des médecins pour avoir le nombre exact. Donc, pour les médecins, au niveau du secteur public, ils sont de 3702 médecins. Au niveau du public. Au niveau du public. Au niveau du privé, ils sont 793. Vous voyez les tendances, comment elles sont inversées par rapport au secteur médical et au secteur pharmaceutique. Au niveau du secteur de la pharmacie, les pharmaciens sont plus nombreux dans le secteur privé que dans le secteur public. Alors que chez les médecins, ils sont plus nombreux dans le secteur public que dans le secteur privé. Cela témoigne également donc toute la nécessité de pouvoir équilibrer pour pouvoir quand même répondre convenablement par rapport aux besoins de santé des populations. Alors, la part du générique. La part du générique, effectivement, je pense que c'est une politique qui est déjà initiée et puis qui est très bien comprise par les pharmaciens. L'essentiel des rayons des pharmacies constitue pratiquement des génériques. Je pense qu'il y a moins de spécialités et plus nous avançons, j'espère qu'il sera quand même un peu difficile de retrouver des prescriptions avec des spécialités. D'où la nécessité d'aller vers vraiment des génériques de qualité, avoir beaucoup plus d'exigences par rapport quand même aux conditions d'importation de ces produits-là et de leur mise sur le marché, leur autorisation de mise sur le marché. Je pense que n'est pas générique et surtout par rapport quand même au secteur public où l'essentiel se fait par appel d'offres. Je pense qu'il va falloir quand même aller plus loin. Alors, la formation. La formation, je pense que je l'ai tantôt évoqué. Je pense qu'on a 5 ou 6 universités privées. Je parle sous le contrôle du professeur parce qu'il est professeur de biologie médicale au niveau de chez Ante Diop. Et je pense que le Sénégal fait partie des premiers pays à avoir initié la formation par des universités privées. Je pense que ça continue et ça va augmenter en crescendo parce que les besoins quand même le déterminent. Alors, le nombre de grossistes... Le répartiteur, il paraît très très peu. Est-ce que... Oui, je pense que nous l'avons voulu comme ça parce que ça tient compte également des besoins de distribution et de la répartition. Par exemple, à Dakar, où il y a plus de la moitié de l'effectif des pharmaciens, ils sont tous présents à Dakar. Maintenant, pour pouvoir répondre aux besoins de distribution et de répartition, maintenant, il y a des agences qui sont ouvertes au niveau des zones où il y a le maximum de concentration, notamment de pharmaciens d'officine, pour pouvoir quand même répondre convenablement, afin que l'approvisionnement puisse vraiment se réaliser avec la proximité la plus déterminante et pour éviter effectivement des écarts d'approvisionnement. Je pense que ça aussi, c'est quelque chose de très important. Et il va falloir donc travailler dans ce sens-là. Mais maintenant, il y a 2 autres projets qui nous sont soumis au niveau de l'ordre pour la création également de sociétés de grossistes et de répartition. Ce qui fait que d'ici quelques mois, on va peut-être avoir 6 grossistes qui se chargeront effectivement de cette mission de distribution et de répartition des médicaments. En termes d'approvisionnement. Maintenant, comme on dit, je pense que tout ceci constitue des préoccupations qui s'adressent quand même à notre continent et qui s'adressent de manière spécifique à certains pays. Il va falloir donc jouer sur le levier de l'équilibre pour pouvoir quand même avoir le maximum de médecins, le maximum de pharmaciens, selon les recommandations de l'OMS. Maintenant, il y a un facteur qui est bloquant. Il y a un facteur qui risque effectivement de permettre la présence de ces professionnels, aussi bien médecins que pharmaciens, dans certaines localités. C'est le pouvoir d'achat de certaines localités. Je pense que ça a un aspect beaucoup plus politique que professionnel. Je pense que les États ont tout intérêt à travailler pour que les villes se valent en termes d'opportunités financières, en termes de poids économique et en termes quand même de pouvoir d'achat pour permettre effectivement à ces populations-là
parce que le fait de s'implanter dans une localité en dehors de la politique de l'État relève de la responsabilité et de l'initiative du professionnel. Donc pour cela, il va falloir créer des cadres de vie, il va falloir créer des villes dites du nom pour que les professionnels là puissent s'épanouir convenablement, parce qu'au-delà quand même de la mission de santé publique aussi, il y a d'autres exigences qui s'imposent en eux et qui voudraient qu'effectivement ils puissent quand même y faire face. Maintenant, je ne saurais terminer également aussi sans parler de cette gangrène du marché parallèle. La gestion du médicament relève de la responsabilité du pharmacien. Ça, c'est le législateur qui le lui a confié, qui le lui a conféré. Je ne vois pas en quelles circonstances, dans nos États, dans nos pays, que des gens se permettent de se livrer à cette pratique. Ouvrir des officines de pharmacie, vendre des médicaments, ou bien aller même jusqu'à produire des médicaments, dans des conditions douteuses que personne ne connaît. Je pense qu'il va falloir travailler autour de cela pour qu'effectivement, qu'on ait une direction pour éradiquer définitivement ce fléau-là. Et je pense que si on n'y parvient pas aussi, ça ne sert à rien de continuer. Le problème de l'antibiorésistance, il est là. Le problème des médicaments de qualité inférieure et falsifiés, il est là. Le problème également des effets entraînés par les médicaments. Hein. Je pense que tout ceci constitue quand même des interpellations et qui, au-delà de la responsabilité du pharmacien aussi, fait appel à d'autres compétences, à d'autres responsabilités pour que le continent et que les pays puissent quand même évoluer à l'image de ce qui se fait en Europe, en France, à l'image de ce qui se fait chez vous. Peut-être que vous avez des problèmes, mais ils ne sont pas aussi récurrents que nous, nous le vivons. Je pense que quand même, j'en profite pour dire que, en tout cas, c'est un cri de cœur que j'appelle, en tant que président de l'ordre. Il est bien entendu. Par rapport effectivement au monopole du pharmacien, il doit être préservé. Si nous voulons une santé de qualité, il faut que le pharmacien soit réhabilité dans sa mission de santé publique et de mission de... C'est sur ces excellentes paroles que nous allons terminer cette session. Je vous remercie infiniment pour ce cri du cœur. Donc effectivement, votre contribution en tout cas a enrichi la discussion, a soulevé effectivement les défis, les difficultés, et nous essaierons de discuter ensemble plus amplement ces sujets, puisque nous sommes également concernés par certains de ces sujets-là. Donc je vous invite à rejoindre la suite du programme du Congrès. Il y a d'autres sessions qui ont démarré, sans plus attendre. Merci infiniment pour votre contribution. Merci d'être resté jusqu'au bout. Merci infiniment pour votre participation à tous. Et rendez-vous demain à midi pour la suite du programme du Plateau TV avec une nouvelle battle entre la Mauritanie et nos champions d'Afrique, la Côte d'Ivoire. Merci, à demain.